Il existe des zones sur les cartes marines où les pilotes et les capitaines parlent moins fort, même quand ils prétendent ne croire à rien. Pas parce qu'ils imaginent des monstres, mais parce que certains endroits accumulent une réputation comme une charge électrostatique. Dans l'Atlantique ouest, entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes, les récits se superposent depuis des générations. Appareils qui cessent d'émettre, relèvements qui se contredisent, avions retrouvés loin de leur route, silhouettes disparues sans message de détresse. On a tellement répété le mot « triangle » qu'il est devenu un personnage. Pourtant, la plupart du temps, la réalité est moins mystique et plus cruelle. Météo violente, courant du Gulf Stream qui efface les traces, trafic dense, erreurs humaines. Et puis, il y a ces rares cas qui ne collent à rien, même quand on force. L'histoire que je vais vous raconter ne commence pas avec une tempête, ni avec un Mayday dramatique. Elle commence avec une consigne, ne pas nommer la zone dans les communications internes. C'était une décision de service communication, pas une superstition. Le programme s'appelait Orion, un chantier civil de cartographie des grands fonds, financé par un consortium de câbles sous-marins, d'océanographes et d'industriels. Officiellement, l'objectif était banal. Mieux connaître le relief pour sécuriser des routes de données et des stations de capteurs. Officieusement, Orion testait un nouvel outil, une imagerie gravimétrique couplée à un sonar à balayage synthétique, capable de détecter des discontinuités de densité, comme si l'océan devenait transparent par endroits. Pas une photo, plutôt un diagnostic, là où la matière ne se comporte pas comme elle devrait. Le navire de recherche, l'Asteria, avançait lentement, jour après jour, dans une routine de laboratoire flottant. Sur la passerelle, on parlait de café, de cars, de fenêtres météo. Dans le centre de données, on parlait en couleurs, des gradients, des courbes, des couches. Les opérateurs, eux, étaient presque déçus. La mer ne livrait que ce qu'on attendait. Des talus, des canyons, des dépôts, des cicatrices de glissements anciens. Jusqu'au matin, où une alerte s'est déclenchée sans bruit. Juste une ligne qui refuse de rentrer dans le modèle. Le logiciel a d'abord classé ça comme artefact probable. Trop propre, trop net. Un volume qui renvoyait une signature de densité uniforme sur une surface immense, comme une dalle enfouie sous des kilomètres d'eau, mais sans les irrégularités d'une formation géologique classique. L'équipe a refait le passage. Puis un autre, à une autre vitesse, avec d'autres paramètres. Le résultat s'est obstiné. Quelque chose là-dessous dessinait une géométrie qui n'avait pas l'air naturelle. Non pas parce que la nature ne sait pas faire des formes, mais parce que tout y semblait intentionnel. Des arêtes régulières, des limites franches, des axes alignés, comme si l'on avait utilisé une règle sur le fond du monde. À ce moment-là, Orion a cessé d'être un projet d'infrastructure. Un petit comité s'est formé, discret, composé d'un géophysicien, d'une spécialiste des instruments de navigation et d'un archiviste maritime qu'on avait embarqué au départ pour vérifier des épaves connues. C'est l'archiviste qui a posé la question la plus simple et la plus dangereuse. Et si on comparait les coordonnées avec les pertes historiques, pas pour prouver une légende, mais pour éliminer une coïncidence? Ils ont superposé les cartes. Et ils ont eu ce silence qu'on entend parfois dans les salles de contrôle, quand personne n'ose dire à haute voix ce qu'il voit. Les incidents à forte étrangeté, ceux où les rapports mentionnent boussoles incohérentes, pertes radio simultanées, sensations de vertige, brouillard apparus sans annonce, n'étaient pas répartis au hasard. Ils formaient une couronne irrégulière autour du secteur détecté, comme si un phénomène avait une zone d'influence, un rayon d'action, pas un mur invisible, plutôt une région où de temps en temps, les conditions deviennent mauvaises d'une manière très spécifique. Le comité a replongé dans les cas célèbres, mais sans les raconter comme des histoires de fantômes. Prenez une patrouille militaire qui se perd par ciel praticable. On peut invoquer l'erreur de navigation, l'épuisement, la confusion. Mais quand plusieurs appareils rapportent à la fois des instruments discordants, la question change. Est-ce que l'environnement a fabriqué une illusion commune? Prenez un navire qui disparaît sans message. Tempête, panne, voie d'eau.
Sauf que certains témoignages parlent d'une mer blanchie, comme si l'eau avait été fouettée de microbules, et d'une radio devenue inutilisable sans raison technique évidente. À force, un motif surgissait. Ce n'était pas la disparition elle-même qui était étrange, mais le prélude, cette minute où le monde bascule légèrement, comme si la normalité se décalait de quelques degrés. Le géophysicien d'Orion, lui, ne voulait pas d'histoire. Il voulait une cause mesurable. Il a demandé les données brutes, celles qu'on filtre habituellement, parce qu'elles ressemblent à du bruit. Fluctuations faibles, tremblements de fréquence, dérives sans intérêt. C'est là qu'ils ont trouvé le cœur du problème. Dans la bande des très basses fréquences, un signal récurrent apparaissait, quasi imperceptible mais cohérent. Pas un bip, pas un code, une pulsation, comme une respiration lente, qui montait et descendait sur des cycles irréguliers. Et quand ils ont comparé ces pics à des archives géomagnétiques régionales, ils ont obtenu une concordance troublante. Les moments où le signal semblait se renforcer correspondaient à des anomalies enregistrées en surface, de celles qui peuvent perturber des systèmes sensibles. La spécialiste navigation a alors posé une hypothèse pragmatique. Un champ variable, même modéré, peut rendre une boussole magnétique inutilisable. Ça, c'est connu. Mais pour perturber aussi des systèmes plus stables, provoquer des interférences radio, générer des comportements erratiques, il faut quelque chose de plus, une structure capable de canaliser et d'amplifier, comme une bobine géante ou un résonateur. Dans l'eau salée, un champ qui change peut induire des courants, et ces courants peuvent créer des gradients, des zones d'ionisation, des halos bizarres, des brumes locales. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'électromagnétisme dans un milieu conducteur, amplifié par une configuration exceptionnelle. Sauf que exceptionnel ne suffisait pas, parce que la géométrie détectée ressemblait à une architecture. Pas un temple, pas une base extraterrestre, non, une architecture fonctionnelle. Comme si le fond marin abritait une structure qui n'a pas besoin de bouger pour agir. Une forme conçue pour orienter des champs, accumuler des contraintes, relâcher de l'énergie à intervalles. Une machine silencieuse, ou un phénomène minéral qui se comporte comme une machine. La décision suivante a été prise avec réticence. Envoyer un véhicule autonome, un drone des abysses, simplement pour filmer et prélever une infime quantité de matière sur une zone périphérique. Rien d'invasif, pas de forage profond, une simple micro-griffe, un effleurement. Le drone s'appelait Néréide. Sa descente a duré des heures, un lent voyage dans un noir qui absorbe tout, avec parfois des créatures translucides traversant le faisceau comme des pensées. Quand le fond est apparu, ce n'était pas un paysage d'épaves ou de roches fracturées, c'était une surface sombre, étonnamment propre, comme si le sédiment refusait de s'y déposer. Les projecteurs révélèrent des lignes qui semblèrent se prolonger au-delà de l'image, trop rectilignes pour rassurer. L'opérateur a guidé Néréide vers une zone où la matière paraissait moins lisse, comme une fissure. La griffe s'est déployée, et au moment où le métal a touché la surface, l'Astéria a subi une cascade d'alarmes, coupures, redémarrage, protection qui claque, écran qui se fige. Pas une panne totale, plutôt un choc, comme un coup de tonnerre électrique sans son. L'eau autour du navire s'est mise à scintiller d'une lueur bleutée par intermittence, visible depuis le pont, assez pour que les marins cessent de plaisanter. Le contact avec Néréide s'est dégradé en quelques secondes. D'abord des artefacts, ensuite des paquets incomplets, puis plus rien. Avant de sombrer dans le silence, le drone a pourtant transmis un dernier fragment. Un enregistrement de capteurs saturé par une impulsion bien plus intense que ce que les modèles prévoyaient. Et surtout, au milieu de cette impulsion, une modulation régulière, une sorte d'empreinte qui se répétait. Pas forcément un message, mais pas non plus un chaos. C'est là que le dossier Orion a changé de nature. Parce que si ce qui se trouve là-dessous réagit au contact, alors on n'est plus seulement face à une anomalie passive. On a devant nous un système, naturel ou non, qui répond. Et ça suffit à rendre le triangle à la fois moins folklorique et plus inquiétant. Moins folklorique,
Parce qu'on parle de phénomènes mesurables, champs, fréquences, induction, pertes instrumentales. Plus inquiétant, parce que la question la plus simple revient. Si un effleurement déclenche une réponse, que produit le passage répétitif de navires, de radars, d'avions, de câbles, de tout ce que notre civilisation émet comme bruit électromagnétique au-dessus de l'eau? Le comité a conclu sur une recommandation que personne n'a envie d'entendre. Traiter la zone comme un risque dynamique, pas comme une rumeur. Mettre en place une surveillance, des balises, des alertes basées sur l'activité du signal. Et surtout, arrêter de croire que l'océan est un décor. Parfois, il est un appareil ancien, immense, dont nous ne comprenons pas l'interface. Et si les disparitions ne sont pas une malédiction, mais l'effet secondaire d'un mécanisme que nous réveillons par intermittence, alors le vrai mystère n'est pas « qu'est-ce qui a avalé ces avions ?» Le vrai mystère, c'est combien d'autres mécanismes semblables dorment ailleurs. Et qu'est-ce qui se passera le jour où l'un d'eux se synchronisera avec notre monde, au lieu de simplement le perturber?